Bonjour et bienvenue sur Morning Data Chat, des conversations d'experts sans artifice. Chaque semaine, des décideurs data et IA nous racontent comment ils transforment leur organisation. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Rosanès. Bonjour Sébastien. Bonjour Emmanuel. Sébastien, tu es donc Chief Digital Data and AI Officer chez FDJ United. Et donc, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que avant de prendre ce poste-là, tu étais dans une entreprise qui était très très différente, chez Carrefour, une entreprise où la data est au cœur de la stratégie. Et donc, tu arrives il y a un peu plus d'un an et demi, on va dire, tu arrives dans une entreprise avec un visage extrêmement différent. Et puis, je crois, un contexte un peu particulier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe quand tu arrives chez FDJ United ? Oui, absolument. FDJ United, c'est en fait la fusion de deux entreprises. L'historique entreprise française, la Française des Jeux, qui avait un monopole très fort sur la loterie en France, et l'intégration dans ce groupe-là d'une entreprise qui s'appelait Kinred, qui une entreprise qui est complètement 100% digitale, répartie sur 15 pays, qui est un des leaders européens du jeu d'argent, notamment avec des activités dans le cadre dans le poker, dans le pari sportif en ligne et le casino, et qui possède un ADN d'une boîte digitale, une boîte de tech, et qui s'intègre avec un groupe plus historique. Ouais, donc et là, très différent. Donc créer une entreprise qui va avoir ces deux ADN mêlés. Alors on va le voir un peu pendant cet épisode. Ça fait donc 1 an et demi que tu es chez FDJ, et depuis 1 an et demi, une partie de ton job, si c'est pas la majorité de ton job, c'est de transformer cette entreprise pour justement quitter peut-être ce mode un peu monopolistique et puis très centré sur des échanges physiques. On est dans les cafés pour acheter son ticket, vers un monde beaucoup plus digital qui là va s'appuyer sur de la data, des technos et pourquoi pas de l'intelligence artificielle. Ouais, en effet, il y a deux activités. L'activité historique autour de la loterie et des 30 000 bars tabac et presse qui sont répartis sur tout le territoire français, qui est une activité qui a une croissance relativement modérée, versus une activité qui est en hyper-croissance, qui est le pari sportif en ligne, notamment toutes les activités de jeu en ligne. Et dans le cadre de cette intégration, il y a un énorme travail sur que faire de notre donnée, et comment transformer l'entreprise. Donc il y a énormément de volume de données, parce qu'il y a 33 millions de clients, il y a 8 millions de clients en ligne. Oui, mais les clients, tu les connais pas quand ils sont au bar tabac. Exactement, donc on a des données relatives aux transactions, etc. On n'a pas des données individuelles sur les personnes. En revanche, en ligne, avec 8 millions de clients en ligne, on a des données individuelles et hyper granulaires sur ces joueurs. Et c'est aussi un business un peu particulier, puisque c'est un business dans lequel on veut évidemment donner une super expérience à nos joueurs pour qu'ils aient envie de revenir, mais aussi on a un enjeu majeur dans l'entreprise qui est la protection du consommateur, la protection du joueur, parce que ce qu'on veut, c'est des joueurs qui jouent et qui ont un aspect récréatif autour du jeu, mais pas des joueurs en excès. Ouais. Et donc la data est absolument clé là-dessus pour pouvoir avoir ce monitoring du joueur, et ensuite utiliser de l'IA pour évidemment optimiser nos opérations, mais aussi pour être face à nos clients, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et accompagner nos clients dans un jeu responsable. Ouais, pour calculer un score de dépendance peut-être, ou des choses Exactement. Comme ça, et qui permettrait derrière de déclencher des actions pour protéger le consommateur. Absolument. Donc, quand tu arrives chez FDJ, donc en septembre 2024, c'est ça ? Quand tu arrives chez FDJ, qu'est-ce que tu vois dans l'entreprise ? Comment elle est organisée ? Est-ce qu'il y a une équipe data déjà ? Ou comment c'est organisé ? On a une équipe data importante. Donc déjà, je suis satisfait de voir qu'il y a des compétences qui sont déployées auprès des métiers pour les accompagner, etc. Mais ce que je constate, c'est qu'on fait la grosse majorité de notre travail, c'est de faire du support aux métiers sur la data analyse, de la BI. On fait un peu de machine learning, on expérimente sur l'IA générative, un peu comme tout le monde, mais on voit bien que le poids, il est quand même beaucoup sur l'accompagnement du métier, avec des métiers qui se disent finalement, j'ai une équipe data qui est à mon service, donc mon enjeu, c'est d'identifier des problématiques et ensuite de laisser le travail d'analyse à ces équipes-là pour qu'elles puissent me fournir des dashboards, une analyse très ciblée sur une propension client à acheter tel ou tel produit. Et finalement, mon équipe data est un peu une équipe de support à ces équipes métiers. Ouais, équipe de support, donc pas très en amont. Et puis cette équipe, elle est détachée dans les équipes data, dans les équipes métiers. Quand tu dis une équipe au service des équipes métiers. Voilà, donc en fait, les équipes sont détachées auprès des équipes métiers. Et d'un autre côté, il y a des équipes tech au sein de l'équipe informatique, du pôle informatique du groupe, qui gèrent l'ensemble des plateformes data, l'intégration des données, leur transformation et la mise à disposition de manière industrielle de ces données.
On pourrait penser que c'est un modèle un peu assez mature, hein, puisqu'on parle beaucoup de décentralisation de données. Est-ce que c'est un modèle qui marchait bien et pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être transformé, ce modèle ? Le challenge qu'on a rapidement repéré, c'est que on a des enjeux de transformation majeurs avec l'IA. L'IA chamboule la façon dont les opérations internes et puis même la relation client peut se déclencher. Et donc, quand on veut faire ce type de transformation-là, ça demande des investissements conséquents sur des projets souvent qui peuvent demander plusieurs types de compétences, donc à la fois des compétences technologiques, des compétences métiers, des compétences de transformation réelle, transformation des façons de travailler dans les métiers. Ouais. Et ces compétences, aujourd'hui, à mon arrivée, sont dispersées dans l'organisation et ont finalement du mal à travailler ensemble. Donc, du coup, on a du mal à faire émerger des projets transformants dans l'entreprise qui vont utiliser de l'IA classique ou jusqu'à l'IA agentique pour réellement se dire on va focaliser l'effort là-dessus et on va mettre de l'investissement de bout en bout avec toutes ces compétences. D'accord. Donc du coup, je lance un programme qui s'appelle Game Changer AI, qui a pour objectif de structurer les priorités de transformation de notre métier et pas uniquement penser au support au quotidien des équipes marketing, des équipes de service client ou des équipes finance, mais penser aux grosses pierres qui vont réellement transformer dans la façon dont les gens vont travailler demain et être plus efficaces et aussi à la fois travailler évidemment sur la réduction des coûts, l'efficacité opérationnelle, mais également sur l'opportunité d'utiliser l'IA pour améliorer notre top line, notamment autour de la personnalisation de l'expérience client et de l'expérience en ligne de nos utilisateurs. Donc si je comprends bien, en fait ce que tu dis, c'est qu'avec des équipes dispersées, tu n'as pas de capacité de transformation. Ouais, donc tu es obligé de recentraliser des équipes pour doter FDJ United de cette capacité de transformation. C'est ça, en fait, ce que tu dis ? Absolument. Et puis aussi, changer un peu le poids du corps. L'idée, c'est qu'on va continuer à faire de la data analyse et de la BI. C'est un métier important pour accompagner nos métiers. Mais l'idée, c'est de faire passer le poids du corps également sur des gros projets de transformation d'IA, donc de faire cette transformation petit à petit. Et en faisant ça, c'est aussi de se dire, les métiers, il faut les responsabiliser à se développer des compétences de data analyse. Alors, à l'intérieur de leur métier. Avant d'arriver sur cette partie-là, qui est une partie intéressante, hein, comment on change les compétences, il y a quand même une question qui me taraude. Tu reviens dans un mode qu'on a connu en 2018 ou 2015, qui est de créer des digital factories centralisées. Mais on a vu que ce modèle, il ne marche pas. Ou alors, en tout cas, je ne sais pas s'il ne marche pas, c'est peut-être un peu bold comme conviction, mais en tout cas, il est challengé, ce modèle. Oui, absolument. Donc, c'est une bonne question. Et en fait, la question qui se pose là-dessus, c'est comment je crée, je trouve, l'équilibre entre la relation avec les métiers, qui soit, d'un côté, le métier de nos professionnels de la data science et de la data analyse, c'est nos business units ou nos fonctions corporate, et puis le métier pour nos fonctions tech, c'est la fonction informatique, c'est le lien avec toute l'infrastructure, etc., qui va faire la synergie dont on a besoin pour pouvoir créer des plateformes qui vont à grande échelle. Le mouvement que je suis en train d'opérer, c'est de recentrer ces équipes sur nos priorités d'entreprise, mais tout en gardant un lien hyper fort avec le métier. Comment ça se traduit ? Ça se traduit très concrètement au quotidien par la mise en place d'une relation fonctionnelle et hiérarchique. Une relation hiérarchique avec mes équipes et avec moi en haut de la pyramide, l'objectif étant de définir les pratiques, les outils et de s'assurer du focus sur les priorités. Donc d'éviter la dispersion. Mais malgré tout, on garde une relation forte avec le métier, avec une relation fonctionnelle. Donc mes directeurs en charge de mes différents pôles ont tous une relation fonctionnelle avec leur métier afférent, qui, lui, va définir le quoi, qui va définir les sujets sur lesquels on a besoin de travailler. Moi, je vais les forcer à les canaliser sur quelques priorités. Je vais pouvoir dire non. Aussi à des choses qui peuvent émerger dans leur métier en disant non, vous avez dit que le focus c'était ces 2-3 grandes priorités IA, on ne va pas se disperser sur 50. Donc je suis le garant de cette priorisation tout en ayant une forte relation avec le métier. L'autre élément que je conserve, c'est la colocalisation. Donc dans le cadre de ce travail-là, avoir une équipe qui est hiérarchiquement dans le même pôle ne veut pas dire qu'on a tout le monde dans un étage ou dans un bâtiment séparé. Qui a été pas mal l'écueil de pas mal d'équipes qui ont créé des studios. Je me rappelle, l'exemple, c'est Carrefour, qui en 2018 avait créé son studio à Paris, alors que l'ensemble des équipes métiers étaient à Massy-Palaiseau, au siège social.
et ce qui a créé une sorte de distorsion entre ce que le projet des équipes qui étaient localisées à Paris dans le hub, les équipes qui étaient dans les métiers au central. En même temps, pour attirer des talents, tu as aussi besoin de te mettre dans des lieux qui sont un peu sexy. Oui, donc ça pouvait être le cas. Plusieurs entreprises ont fait, ont fait ce choix. Ça pouvait être le cas pour des entreprises qui n'ont pas forcément un lieu proche de Paris ou dans une grande ville, généralement, qui est plus en périphérie. C'était le cas de Masti Palaiso. En l'occurrence, nous, on a pris la décision donc on a des bureaux qui sont porte de Saint-Cloud à Paris, de garder nos équipes proches de nos équipes métiers, et d'ailleurs les mettre au même étage. Au même étage. Donc ça veut dire que on conserve cette proximité métier. Ouais. D'ailleurs, on renforce cette proximité parce que je viens prendre les équipes tech. J'impose qu'on les colocalise, ces équipes tech, donc ces data engineers, ces experts de data architecture, etc., avec les équipes métiers. Donc pour le métier, finalement, c'est plus de proximité. Au lieu de voir juste son équipe data business, il voit aussi son équipe data tech proche de lui. Et je crée des squads intégrés de bout en bout qui ont l'ensemble de la compétence pour faire le build et le run des cas d'usage qu'on va développer avec eux en leur disant c'est fini le moment où vous faisiez votre exploration dans votre coin et vous construisiez vos actifs et ensuite vous retourniez vers l'IT en leur disant voici, je vous passe le bébé et à vous de vous charger de l'industrialisation. Et souvent on avait ce challenge que l'IT disait finalement ça n'a pas été construit et pensé de manière industrielle dès le départ, donc on a cette difficulté après à passer du POC à l'indus. Là, l'idée, c'est qu'on intègre cette composante dès le départ, on a nos data engineers, nos architectes qui sont intégrés à l'équipe et qui pensent au run dès la phase de build. Ouais, en fait, tu recrées une équipe produit intégrée qui permet de couvrir toute la chaîne de valeur. Et tu les localises physiquement. Pas de problème avec le télétravail ? Donc oui, il n'y a pas de problème de télétravail. On a toujours une règle de télétravail. L'idée, c'est de se dire, là, nous, on a une règle de télétravail, on est 3 jours sur site. Il y a une rotation, 3 jours sur site. Il y a une rotation des équipes. De toute façon, on n'a pas besoin d'être colocalisé 24 heures sur 24 non plus. On est d'accord. Donc l'idée, c'est de s'assurer qu'il y a des endroits où les personnes se retrouvent. Il y a on met en place des points de synchronisation quotidiens et 2 fois par mois pour la fin de nos sprints. Nous, on s'assure qu'évidemment, on a notre colocalisation au maximum sur ces points-là. On a aussi des équipes qui sont localisées dans notre second site qui est à Vitrolles, proche de Marseille, qui vont aussi être intégrées à ces squads. Et évidemment, l'idée, c'est aussi de les intégrer physiquement aux équipes quand il y aura des événements importants, des incréments importants sur tous les 3 mois où on pourrait imaginer que toutes les équipes se retrouvent. En fait, moi, je veux laisser l'autonomie aux équipes de définir aussi leur setup pour s'assurer de leur proximité métier. En leur disant, voici la règle. Et à vous de définir quel rythme fonctionne pour vous, combien de jours par semaine vous allez vous retrouver spécifiquement sur l'étage et même sur ce desk-là, et que j'identifie l'espace physiquement comme étant votre espace à vous. Oui, en fait, tu laisses une certaine forme d'autonomisation aussi pour que les équipes, pour que ça devienne aussi leur mode d'organisation. Et d'ailleurs, c'est un élément qui est important, c'est que dans le plan que tu proposes, c'est très top-down. C'est-à-dire que c'est toi qui définis, tu dis, maintenant, je réunis ceci, je réunis cela, je recentralise, je suis proche du métier. Comment tu arrives à mettre ça en place dans une entreprise comme FDJ United ? Ça a été au cours de l'année 2025, ça a été un long échange parce que je fais cette transformation officiellement au 1er janvier 2026. Juste pour que nos auditeurs écoutent, on a enregistré cet épisode en décembre et donc juste avant que... avant la bascule. Avant la bascule, voilà. Absolument. Donc, je suis déjà en train de me préparer évidemment depuis plusieurs mois pour que cette bascule elle soit le plus efficace possible. D'abord, c'est un dialogue avec le métier pour travailler avec eux sur leurs priorités. Donc avec mon arrivée, j'ai eu le mandat d'aider l'organisation à se focaliser sur quelques gros enjeux autour de l'IA et pouvoir choisir conjointement avec le métier des lieux où on va investir, donc des cas d'usage spécifiques ou des zones d'investissement, comme moi j'appelle les lignes de produits, parce que c'est des thématiques autour d'un sujet sur lequel on va se focaliser, on va pouvoir expérimenter. Se donner aussi la capacité de fail fast, donc c'est de lancer des projets et d'accepter de se dire au bout de 6 semaines d'exploration, on voit que le cas d'usage ne donne pas les fruits qu'on avait espérés. On accepte de se dire qu'on l'arrête et qu'on n'est pas embarqué pendant 12 mois parce qu'on a dit 1er janvier qu'on avait un budget de 500 000 euros sur ce sujet-là à dépenser pendant l'année. Et ça passe bien. C'est une transformation dans la manière d'opérer ou de piloter les budgets, ça, j'imagine. Absolument. Donc, du coup, il y a l'idée aussi d'être responsable du budget qu'on va consommer. Ouais. Bon, le challenge, c'est aussi de montrer patte blanche sur l'ensemble des dépenses.
Donc, en sortant aussi ces budgets-là des métiers et de l'IT, en les remettant centralement, j'ai une vue complète. Je suis capable d'expliquer aussi l'équilibre des forces. Vous pouvez imaginer aussi que dans les dernières années, il y a eu souvent des arbitrages ou des décisions qui ont été faites côté IT ou côté business, sans penser à l'impact que ça pouvait avoir de l'autre côté. Ouais. Donc, par exemple, je vous donne un exemple que beaucoup d'entreprises ont vécu, que nous on a vécu. On a des révisions budgétaires en cours d'année, et puis on décide d'un côté de réduire les budgets ou de changer l'allocation budgétaire pour prioriser un autre projet, par exemple au niveau de l'IT, qui va réduire mécaniquement le budget côté data. Mais ce budget, il n'a pas été concerté avec les équipes métiers qui disent, en fait, on avait prévu de faire ça et de passer en indus ce projet-là, mais en fait, je me rends compte que j'ai plus de capa de l'autre côté. Donc, il n'y avait jamais de réflexion de bout en bout sur un projet. Puis, en fait, ce qu'il faut, c'est que c'est un peu comme dans une réaction chimique. C'est qu'il faut que tu aies tous les ingrédients dans la formule. Le bon dosage. En proportion stoichiométrique. Exactement, en proportion stoichiométrique. Et donc, évidemment, si jamais tu baisses le budget d'un côté, faut que ça sert à rien de garder tous les composants de l'autre côté. Donc, l'idée de cet engagement que je prends à avoir le budget de bout en bout, c'est de dire au métier, on peut faire 1, 2, 3, 10 projets, mais si on en fait 9, donc on fait 10% de moins, on passe de 10 à 9, je coupe un projet en entier de bout en bout. Je vous rabote pas 10% sur les 10 projets, où en fait, à la fin, je livre aucun des projets, parce que j'ai jamais eu la capacité pour pouvoir aller jusqu'au bout sur les 10 projets. Ouais. Donc c'est de penser ça de bout en bout. Donc c'est aussi cette garantie de dire, je vais aussi vous fournir derrière ça un ROI. Donc la relation avec le métier change. Là où c'était un engagement de moyens avant, en disant je vous ai mis à disposition 25 personnes de professionnels de data analyst, BI ou data scientist ou PO data. Là maintenant je m'engage à vous fournir un retour sur investissement. Donc vous me donnez un engagement avec un budget et moi je vous rends un ROI. Ouais. Alors, et je me charge de le mesurer. Sébastien, je mets en place une cellule de mesure aussi. Ça marche quand tu fais un produit qui a une valeur directe sur soit la productivité, soit la partie top line. Mais tu parlais tout à l'heure de nécessité aussi de structurer les plateformes. Absolument. Comment tu arrives à calculer un ROI sur le fait d'avoir un data lake ou d'augmenter la qualité d'une base de données ou des choses comme ça, sans que ce soit forcément tout de suite rattaché à un projet métier? Ça peut être le cas. Quand on construit des autoroutes en France, en fait, on se dit pas que forcément, on le rattache pas forcément à un cas d'usage qui va être d'améliorer, je sais pas moi, les flux de transport entre Paris et Marseille. Tu vois. Absolument. Donc moi, j'ai bien décanté mon budget en deux parties. Il y a cette partie qui est dédiée au métier sur laquelle je vais avoir ce ROI que je vais mesurer, qui va financer évidemment le cas d'usage, mais qui doit financer au-delà du cas d'usage pour qu'on ait une valeur actualisée nette, une NPV en anglais positive. Mais il y a une partie qui est un budget de transformation. Donc, notamment, mon challenge en 2026, il est de développer des assets sur deux couches qui sont la data, donc d'industrialiser une partie de nos données qui vont être clés pour l'entreprise. Et moi, je vais accepter de me dire que ces données-là, basées sur les cas d'usage que je vois arriver, qui tapent sur ces données-là, il y a besoin de passer à un niveau de qualité supérieur et que ces données soient mises à disposition à de service pour le métier. Et la clé de répartition, c'est quoi? T'as des abats qui te disent, allez, 20% de mon budget, c'est un budget de transfo? C'est des trucs comme ça que tu utilises? Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis plutôt basé sur voici la capacité qu'on a aujourd'hui à faire là-dessus. Je vais me donner une capacité, une taille de tuyau limitée. Je ne vais pas pouvoir tout faire en termes de nombre de jours que je vais dédier à cette transformation pendant l'année. Et l'autre partie, je vais la dédier au métier. Et je vais bien ségréguer cette partie-là. Et comment tu définis cette capacité? Parce que cette capacité, c'est, je ne sais pas, tu as 100 personnes dans ton équipe, c'est toi qui arbitrairement dis, je dédie 20 ou 30 personnes sur ces sujets de transfo. Donc, sur la partie du programme de transformation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini une enveloppe de gains à aller chercher pendant l'année. Et je vais essayer de livrer l'ensemble de ces gains à travers des squads qui vont livrer des produits spécifiques, des produits à base d'IA notamment, avec un retour sur investissement. Je m'engage sur cette partie-là. Et l'autre partie, donc ça, je me suis dit, grosso modo, si j'arrive à livrer ça, je serai content. Et qu'est-ce qui me reste? Ça, c'est mon budget de transformation. D'accord. Et je vais le focaliser sur la partie data et sur la partie plateforme. Sur la data, c'est vraiment d'industrialiser et de gouverner nos données clés d'entreprise, qui sont un actif pérenne, qui ont une valeur importante, évidemment, pour livrer les cas d'usage, mais qui ont une valeur à plus long terme. Parce que ma vision aussi de la transformation, elle n'est pas uniquement de livrer des super cas d'usage d'IA qui vont créer de la valeur, mais il est aussi de mettre à disposition de nos métiers la donnée et de transformer nos métiers pour les rendre beaucoup plus data-driven. Ouais. Ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui
comme dans la plupart des entreprises, parce que la donnée n'est pas à disposition. Ça demande un expert pour pouvoir accéder à cette donnée, pour pouvoir aller dans le data warehouse, pour pouvoir l'extrapoler, pour pouvoir comprendre la description, donc les métadonnées, donc comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces données-là. Et donc, je veux pouvoir exposer tout ça dans un environnement qui permettra à des consommateurs finaux dans les métiers de prendre ces données-là et d'en faire ce qu'ils veulent. Et ça va me libérer aussi de la capa de mes équipes qui font de la BI aujourd'hui ou de la data analyse pour qu'ils se focalisent sur cette partie-là qui va créer plus de valeur. Alors, très intéressant, sujet de reskilling et de transformation des compétences des gens. Tu disais tout à l'heure que vous avez beaucoup de capacités en BI et que peut-être trop. Et donc, il y a à un moment donné une nécessité de pouvoir reskiller des gens. Comment ça marche chez FDJ United? Est-ce que c'est facile, pas facile? Quel plan tu mets en place pour ça c'est un de mes gros enjeux là pour les 2-3 prochaines années. Moi, je ne vais pas faire de mouvements qui vont être drastiques. Il faut qu'on fasse cet accompagnement dans le temps pour que si on puisse petit à petit mettre plus de poids du corps sur ces sujets autour de l'IA qui vont être vraiment transformants. Et si on ne peut se payer ça que si on trouve des endroits sur lesquels on va réduire le niveau de service. Là, moi, la stratégie que je mets en œuvre, elle a pour objectif... Attends, j'ai pas compris. Réduire le niveau de service, pourquoi? Tu pourrais toujours dire, j'embauche des data scientists, je garde mes BI analystes et j'embauche des data scientists. Évidemment, si je pouvais doubler mon budget l'an prochain, je doublerais mon budget. Donc la limite, c'est ça, la variabilité. Et je viendrais recruter massivement des équipes de data science ou des PO IA agentiques pour faire toute cette partie-là. Sauf que dans les contraintes, et donc j'ai des contraintes au sein de mon entreprise, mais la plupart des boîtes vont dans le même cas que moi. On est dans un contexte pas forcément simple depuis quelques années. 2026 s'annonce comme une année qui peut être aussi un tournant, notamment sur l'IA. Il y a une grosse bulle qui a commencé à se développer sur l'IA. Il y a des entreprises qui aussi en Europe qui sont assez challengées avec l'arrivée de l'IA. Donc ce qu'on veut, c'est aussi dans un budget, on va investir en supplément l'an prochain sur ces sujets, parce que c'est une conviction d'entreprise qui est portée par notre directrice générale qu'il faut investir sur ces sujets de data et d'intelligence artificielle. Mais pour ne pas faire exploser la facture, il faut bien que je trouve un endroit où je vais réduire progressivement le niveau de service. Réduire le niveau de service, ça ne veut pas dire réduire ce que ça va faire pour le métier. L'idée, c'est que moi, je veux responsabiliser les métiers pour qu'ils apprennent à faire. Apprendre à faire, ça veut dire être data analyst dans le métier. Donc, data analyst, historiquement, donc chez nous, c'est un métier. C'est-à-dire que c'est des professionnels qui sont tagués comme étant data analyst. Demain, mon souhait, c'est que ça soit une compétence dans le métier. Ça soit un rôle. Donc, je suis analyste au marketing. Je produis de l'analyse de performance sur le marketing. Je suis aussi data analyst. Je suis au HR. J'analyse la performance des employés à la fin de l'année. Je suis aussi data analyst. Je suis à la finance. Je suis contrôleur de gestion. Je manipule des données tout le temps. Je suis aussi data analyst. Comment je monte en compétence ces personnes-là avec 3 composants. 1, les données que je leur mets à disposition pour qu'elles soient transparentes, claires pour elles, pour qu'elles sachent que ça va être les bonnes données. 2, les outils. Donc, comment je leur mets dans la main des outils type Power BI. Nous, on a choisi Data IQ aussi pour faire du self-BI ou du self-AI. Donc, qui sont des outils avec low-code ou no-code. Ouais, c'est ça. Ça ne nécessite pas de développement d'avoir des compétences Python pour pouvoir se servir de ça. Et puis ensuite, c'est de la formation, donc, qui est comment je forme ces personnes-là pour qu'elles puissent utiliser ces outils et ces données. En fait, Data IQ est en 2025 ce que Excel était dans les années 90. Exactement. Donc, il faut toujours trouver cet équilibre entre centraliser les activités d'analyse et décentraliser une partie. Moi, la façon dont j'en parle à mes équipes, c'est qu'on ne va pas arrêter de faire la data analyse. C'est un métier important qui demande souvent des compétences, un background de statistiques, etc. pour des analyses assez poussées. L'idée, c'est de monter en gamme. Là où avant, on faisait des plats qui étaient des plats de bistrot, on veut passer sur des plats de restaurants étoilés. On fait toujours des plats. On mixe toujours des ingrédients pour sortir quelque chose qui crée de la valeur pour le métier. Mais tu vois bien, dans un restaurant étoilé, il y a souvent moins de tables, il y a des plats plus élaborés et qui ont souvent une valeur perçue supérieure parce que les clients sont prêts à payer plus cher pour ces produits-là. Donc c'est comme ça que je vais faire cette transformation, c'est d'apporter l'ensemble des éléments au métier pour qu'ils puissent arriver à faire. C'est pas... on ne déclare pas ça du jour au lendemain. Ça demande du travail de fondation sur la donnée. Ça demande du travail de fond pour pouvoir former les collaborateurs qui soient à l'aise à faire ça. Ça demande aussi de l'accompagnement de ma part pour que mes data analystes passent aussi d'un
d'un mindset où ils étaient doueurs, donc ils faisaient pour les métiers, Exécutant. à exécutants, à un état d'esprit où ils sont des coachs. Ouais. Donc, ils vont faire une partie, mais pour une partie, ils vont coacher, ils vont aider, ils vont peut-être revoir des analyses qui ont été faites par le métier et pas le faire à la place d'eux. Et petit à petit, on va monter en compétence ces métiers sur ces capacités de data analyse, peut-être demain même de créer des agents eux-mêmes, l'IA agentique as a service. Ça, c'est la question fondamentale, parce que qui est pareil, qui me brûle les lèvres. On parle toujours, le Graal, c'est de ne pas utiliser Dataiku avec des requêtes SQL, mais c'est d'utiliser des prompts pour pouvoir dire, donne-moi le chiffre d'affaires que j'ai fait en Allemagne entre mars et avril. Ouais. Et ça, c'est possible ou pas? Ça, c'est la vision de tous les chief data officers de la place. On aimerait tous avoir un chat with my data en analytics où finalement, avec du langage naturel, on peut convertir ça en insight. Ça, vous avez testé un peu chez FDJ? En vrai, ça fonctionne techniquement, mais le challenge, il n'est pas sur la technique. Le challenge, il est sur la sémantique des données. Donc, il est sur réussir à connecter des tables, des champs dans une base de données, dans un data warehouse ou dans un data lake, en objets métiers. Donc, de pouvoir faire ce lien en disant, quand je parle d'un chiffre d'affaires TTC, ce chiffre d'affaires TTC, il correspond à ces champs-là et ce calcul-là. Et tout le monde comprend la même définition. La fameuse couche sémantique. Voilà, la fameuse couche sémantique. Et donc, en fait, nous, c'est là-dessus qu'on va faire un gros investissement en 2026. Donc, c'est pour ça que je crée dans mon modèle, j'ai 3 couches dans mon organisation. J'ai une couche autour de l'analytique, dont j'ai parlé depuis tout à l'heure. Une couche autour de la data. Donc, je fais de la data avec un chief data officer à la tête. Une vraie compétence qui a pour objectif de mettre à disposition des datasets, des objets data, des data products dans mon langage, qui dans un product, c'est comme un produit sur une étagère dans un supermarché. Il y a une étiquette dessus, il y a une provenance. L'étiquette, elle est écrite en français ou en anglais. En tout cas, tout le monde peut la comprendre. C'est pas un langage technique. Il y a une notion de qualité du produit. Donc, il y a en l'occurrence, pour les produits dans un supermarché, tu vas trouver un Nutri-Score. Là, tu vas avoir un Quality Score. Ouais. Donc, comme ça, quand tu consommes le produit, tu sais que t'as choisi le bon produit sur la bonne étagère, et surtout que tu te dis, s'il est de bonne qualité, je le sais. S'il est de mauvaise qualité, je le sais aussi. Qui peut être aussi un challenge, parce que souvent on me dit Sébastien, pourquoi tu voudrais mettre des produits de mauvaise qualité sur des étagères à disposition des métiers? C'est important qu'ils le sachent que c'est de mauvaise qualité, parce que sinon ils vont s'en servir, ils vont sortir un insight sur ces données-là sans avoir compris qu'en fait la moitié des données elles n'étaient pas bonnes. Et donc derrière, ça vous permet aussi d'avoir un case côté équipe data pour dire tiens, mettons en qualité ces données-là, parce qu'on a bien qualifié qu'elles n'étaient pas de bonne qualité. Et surtout, il y a des gens qui se sont manifestés pour s'en les servir, considérer utiles et s'en servir. Et s'ils sont de mauvaise qualité et qu'elles sont à disposition, mais en fait personne ne s'en sert, très bien, moi ça ne me dérange pas, vu qu'il n'y a pas de consommateur. Donc je ne veux travailler... Le but du jeu n'est pas de mettre 100% des données en qualité. Exactement, c'est de travailler sur les données qui sont consommées, et celles qui sont le plus consommées, c'est là que je veux mettre le plus d'efforts, ou celles qui sont connectées à des use cases à la plus forte valeur. Donc on va pondérer aussi le nombre d'utilisateurs de cette donnée par la valeur intrinsèque que ces données peuvent avoir pour créer un cas d'usage qui va créer de la valeur. Par exemple, les données clients, dans la plupart des organisations sont critiques. On veut avoir des données de très bonne qualité parce qu'on sait qu'on va pouvoir générer du revenu dessus et évidemment de la croissance. Merci Sébastien, on va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas couvert et que tu voudrais couvrir, peut-être sur des perspectives 2026 que vous allez faire en 2026 sur la partie IA agentique? Ouais, absolument. Donc sur l'IA agentique, c'est un sujet que tout le monde a sur le radar pour 2026. Nous, on s'y attelle avec une stratégie hyper ciblée sur quelques cas d'usage qui vont être vraiment transformants pour nos métiers. Ça impose aussi, pour moi, de mettre le poids du corps aussi, des investissements conséquents dessus, avec certains des professionnels qui découvrent cette nouveau type d'IA. On le découvre tous sur le marché. Voilà, et puis il faut se former, découvrir les outils, tester, explorer. On a plusieurs cas d'usage qui sont dans notre plan. Il y en a un qu'on a quand même beaucoup avancé fin 2025 et qu'on va accélérer sur 2026. C'est tout ce qui est la production de contenu média pour l'ensemble de nos fonctions. Ça peut aller de la production de nos PLV, nos promotions sur le lieu de vente, nos mises en avant en ligne de nos jeux ou de nos paris. De l'hyper-personnalisation, c'est ça un peu. Et donc ça va passer par la création de contenu. Ce qu'on veut, c'est faire 2 choses. C'est réussir à réduire le coût de création de chacun de nos contenus, qu'ils soient des contenus vidéo, audio, images ou texte. Et
en augmentant la personnalisation, parce qu'en faisant à beaucoup moins cher, on peut en faire beaucoup plus. Et en plus, on le fait beaucoup plus vite. Vous avez testé le dernier modèle, la Nano Banana de Google ? Exactement. On a testé Nano Banana, on a fait du Midjourney. On regarde une compagnie qui s'appelle Silab aussi, qui est une compagnie française dans ce domaine de la création de contenu. Et l'idée, c'est de pouvoir automatiser une grosse partie de cette partie de création de contenu à travers de l'IA générative, mais aussi d'automatiser le process qui est derrière jusqu'à le contrôle de compliance de ces images. Je vous donne un exemple. Nous, on génère tous les jours, on a des matchs de football, par exemple, du sport. Et puis, à la mi-temps, il y a un événement qui s'est passé juste avant la mi-temps qui peut-être chambarde complètement les probabilités de gain d'une équipe. Parce que, par exemple, il y a eu un carton rouge et ça change la perspective. Donc, du coup, on a envie d'encourager nos joueurs peut-être à réviser leur pari. Et aujourd'hui, si on veut faire une publicité ou en tout cas un affichage sur notre site web qui met en avant ce jeu-là, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas matériellement le temps de pouvoir aller sur Photoshop, créer une image, mettre un nouveau message et le publier. Avec l'IA agentique, on est capable de créer cette image-là avec un modèle type Nano Banana ou Midjourney. On va pouvoir derrière authentifier l'image pour vérifier qu'elle n'a pas les caractéristiques interdites. Par exemple, on n'a pas le droit sur une image, d'avoir une marque visible. Okay. Sans avoir l'autorisation de la marque. Donc, par exemple, si sur le ballon de football, il y a la marque Adidas, on doit l'enlever. Donc, nos studios, aujourd'hui, font ça à la main. Demain, avec l'IA agentique, on est capable de vérifier la compliance de l'image et de pouvoir s'assurer qu'on peut la publier et ensuite d'écrire un texte qui va mettre en avant et tout de suite créer l'image et appuyer sur le bouton et tout ça va publier automatiquement. C'est génial. Ça va passer de l'idée à l'action et en quelques minutes. Dans la minute qui suit la fin de le sifflet de mi-temps, on est capable de mettre en avant la deuxième mi-temps du jeu sur notre plateforme. Donc, on réfléchit à comment on va faire ça de manière opérationnelle et à scale en 2026. C'est génial. Écoute, merci beaucoup Sébastien d'avoir partagé tous ces éléments. C'est absolument passionnant. On te souhaite beaucoup de succès pour la réussite de cette transformation data et ce démarrage sur la vague agentique avec FDJ United. Merci Sébastien. Merci Emmanuel. Vous venez d'écouter Morning Data Chat, le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site data-ai.theodo.com. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.